Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de millage. Aujourd'hui, Silverado EV RST Launch Edition, donc la version la plus équipée du Silverado EV. Vous avez vu aussi qu'on avait essayé un Silverado EV Work Truck au Colorado. Donc ça, c'est la suite. Aujourd'hui, on va faire des choses un peu différentes. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller déterminer l'efficacité énergétique sur l'autoroute. On va faire un petit 300 km. On va regarder combien ça consomme. On a Car Scanner, on va pouvoir évaluer ça adéquatement. Et aussi, on va aller essayer 3 différentes stations de recharge. Tesla Supercharger avec l'adaptateur NECS CCS que j'ai avec moi. Donc, ça va être super intéressant. Je vais vous montrer l'interfaçage. Et 2 autres bornes, là, 800 volts pour vous montrer que cette voiture-là peut charger autant sur 400 et sur 800 volts. C'est extrêmement polyvalent. Puis, on va faire aussi un tour rapide, là, intérieur, extérieur et fonction. Alors, allons-y. Commençons par le début. La différence du RST versus le WT, bien, la grosse affaire, c'est qu'on a une suspension à l'air, ce véhicule-là. On a une suspension traditionnelle sur le WT. On a des roues de 24 pouces. Imaginez-vous, ça n'a pas de sens. Pneu unique LT 275 50 R24 de Michelin. Donc, c'est un pneu designé pour ce véhicule-là. La roue, honnêtement, ça n'a aucun sens. Mais bon, regardez, c'est les choix que GM ont fait. Ce véhicule-là, selon moi, c'est un hyper camion. Hein? Tu sais, il y a des supercars, il y a des hypercars. Bien là, ça s'est rendu un peu dans l'excès où c'est un véhicule d'à peu près 725-750 chevaux. C'est beaucoup trop rapide pour ce que c'est, beaucoup trop lourd. On parle d'un véhicule avec une massinette au-delà de 4000 kg. Ici, hein, GM joue littéralement dans l'excès. Configuration dans ce véhicule-là, on a 212 kWh de batterie qui peut recharger autant à 400 ou à 800 volts. Maximum de 350 kW. C'est pas maximum avec une borne, c'est un réel 350 kW qui entre dans la batterie. Prouesse exceptionnelle. On a une boîte de 6 pieds, donc pas 6 pieds et demi, pas 5 pieds et 5. C'est comme entre les deux. Mais aussi, on a un mid-gate que je vous montrerai plus tard qui permet là, de allonger la boîte jusqu'à l'intérieur de la cabine derrière le siège avant. Et aussi, on a comme n'importe quel pick-up électrique, un frunk qu'on appuie avec la petite télécommande. OK, bon, après avoir appuyé à l'intérieur du véhicule, le capot ouvre et on se ramasse avec le frunk du véhicule. Regardez, j'ai mes affaires ici là, pour filmer les petits équipements, peu importe. C'est plus petit que le F-150 Lightning, ça contient moins. Ça contient plus que le Rivian, ça contient plus que le Cybertruck, mais ici, le F-150 Lightning est le meilleur. Je vous l'ai déjà dit dans mon autre vidéo. Et on a une prise 120 volts, 20 ampères, donc 2400 watts maximum. C'est ça qu'on a avant dans le froc et il y a des drains aussi là, si on voudrait mettre là, des liquides à l'intérieur de ça, mais c'est pas comme le Ford, là, vous n'avez pas un compartiment où est-ce qu'on pourrait remplir de glace, ça c'est un peu différent. Et pour le fermer, 2 fois et on appuie. Et le capot, il ne faut pas lâcher la télécommande. Et le capot se verrouille. Signature lumineuse à l'avant, on n'a pas ça sur le WT, vous voyez là, tout le long du véhicule et lorsque ça recharge, là, ceci devient bleu. Suspension à l'air ajustable, nous sommes en ce moment à la position la plus basse. On pourrait le monter quand même haut là, pour une garde au sol supérieure. Bon, maintenant, on va aller voir la boîte et ensuite, on ira à l'intérieur. Donc, sur ce Silverado EV-là, on peut ouvrir un compartiment intermédiaire pour mettre des planches ou tout ça. Puis à la fin, là, lorsque vous ouvrez le panneau complet, c'est un peu comme un escalier. Ça, c'est comme les camionnettes pleine grandeur GM traditionnelles. On appuie ici et voilà, nous avons la boîte. Et ce que je veux faire, c'est vous montrer ici là, ce qui est disponible en termes là, de courant embarqué. Là. Ici, on a 240 volts, 30 ampères, 7,2 kW et 2 autres, là, 120 volts, 20 ampères. Donc, comme le F-150 Lightning, comme le Cybertruck, on a des capacités pour exporter du courant avec ce véhicule-là. Très, très bien. Ça devient la norme là, dans les camionnettes pleine grandeur. Très content de voir ça ici. OK, on va aller voir les places arrière, évidemment. Ça va ressembler au Silverado EV Work Truck, mais l'agencement est un peu différent. Donc, entrons à l'intérieur. Ici, là, quand on fait la partie, le mid-gate, vous voyez là, que la configuration est un peu différente. Dans le Work Truck, on pouvait lever ça différemment. Énormément d'espace, une camionnette pleine grandeur. On s'assoit, espace pour les jambes complètement capoté. Il n'y a pas grand-chose quand même à l'arrière. Hein? On a les sièges chauffants, bouche d'aération. On a une autre prise 110, USB-C. Puis regardez ça, le siège est à ma position, là. Je m'assois là, aujourd'hui, on voit quasiment les... Vous comprenez, là, il y a plus d'espace que vous avez besoin ici. Il n'y a pas de problème. Dans la RST, on a un panneau de verre comme le toit, là, comme un peu les Tesla ou d'autres véhicules électriques. Ça n'ouvre pas et il n'a pas, là, vous comprendrez,
aucun pare-soleil. Puis si on regarde l'intérieur du véhicule, je vais le mettre en marche là, sous peu, c'est juste de la boutonnerie Ultium ici. Il n'y a rien qui change. Hein. On reconnaît, là, on peut prendre juste cette partie-là ici. Là. Ça pourrait être un Blazer EV Equinox EV. Personne ne se rendrait compte de rien. Littéralement, là, la différence, c'est que vous avez ici Silverado First Edition puis certaines garnitures. Mais tout ça, c'est de l'équipement Ultium standard. Le fonctionnement est le même. À l'instar du Silverado EV Work Truck, on peut ajuster. Malade. Donc, beaucoup plus confortable. C'est merveilleux. Le siège est quand même correct. C'est un bon siège GM de camionnette. Donc, hein, comme je vous disais, combiné d'instruments tout à fait traditionnel GM. On peut changer la vue ici. Google Maps. Et voilà. Et voilà, vous voyez. Ça, c'est la seule vue que vous avez le pourcentage de batterie. On était à 69 %. Puis voyez-vous, depuis que j'ai le véhicule, 433 km de parcouru, 3 km par kWh, ça c'est à peu près 33 kWh par 100 km. Là, mon petit test d'efficacité énergétique que je vous présente dans quelques instants, 2.9, donc 34-35, c'est bien. Solution embarquée de navigation, contrairement au Work Truck où on avait Android Auto et CarPlay. Bien là, ici, il n'y a pas Android Auto et CarPlay. On a la solution qu'on verrait dans un Blazer ou un Equinox EV qui est un abonnement de 8 ans gratuit à l'achat au service connecté Google via GM qui permet de faire des trajets, planifier des trajets avec des recharges rapides, tout ça, là, ça fonctionne très bien. Vous allez avoir le même fonctionnement que dans les Equinox EV. Donc, même commentaire, douceur de fonctionnement exceptionnelle. Regardez ça, on zoome, là, c'est fou. Là. On a la planète entière ici. Pensez, c'est comme si vous étiez sur votre tablette. Ensuite, c'est l'interface Ultium traditionnelle. Il n'y a rien qui change, il y a juste certains menus qui sont différents, tels que les menus de conduite ici. Et ce petit bouton, on appuie effet sonore. Et là, on a débloqué le mode là, où est-ce qu'on a la puissance maximale. Je l'ai essayé, c'est un véhicule tellement lourd que lorsqu'on met l'accélérateur à fond, là, puis les 725-750 chevaux sont libérés, le nez du véhicule monte, on accélère relativement vite, mais honnêtement, c'est, selon moi, non nécessaire. C'est un véhicule qui va déjà assez vite. Sinon, on a un mode hors route, on a un mode remorquage transport où on peut même programmer des remorques à l'intérieur. Hein, Ford fait très bien ça, GM aussi, donc ça ne manque pas ici. Je retourne dans mes modes de conduite. Aussi, on a un mode personnalisable, mon mode, qu'on peut aller personnaliser puis changer certains paramètres de suspension, la sensation d'accélération, le son du moteur, tout ça, puis le personnaliser. On construit sur la plateforme Ultium, on construit sur le logiciel Ultium. Ici, il n'y a rien de nouveau. Regardez, là, qu'est-ce que ça nous dit, là? Lorsqu'on est chargé à 100 %, je ne sais pas pourquoi ça monte, là, il doit être en train de s'ajuster, mais c'est autour de 708 km là, lorsque j'ai repris le véhicule. Puis là, 700. GM estime une autonomie de 708 km avec ce véhicule-là. Puis je vous parlerai de mes résultats tantôt, ça ressemble pas mal à ça. Puis sinon, là, il y a d'autres menus, programmer notre recharge. Et il ne faut jamais oublier qu'on peut aussi démarrer le préconditionnement de la batterie manuellement, mais lorsqu'on navigue vers une station de recharge, ça se fait tout seul. On a un chargeur sans fil ici, très intéressant. Là, ça, c'est mon car scanner. Ça fonctionne, USB-A. Beaucoup de rangements dans la console, 2 porte-verres et un autre là, rangement ici. Ah, voyez-vous, je viens de découvrir quelque chose. Voyez-vous, lorsqu'on avance la console, ben là, on a l'espace complet. Là. Glisser les porte-verres. Oh, je pense que j'aime mieux ça comme ça, moi. Puis il y a des choses que GM a laissées ici. Donc, très polyvalent, console centrale dans le RST. J'espère que les versions LT vont avoir ça aussi. Planche de bord, plastique mou, on a un petit peu de couture ici. Qualité de l'intérieur, c'est bien, mais l'assemblage, je le trouve moyen. Écoutez, quand j'ai pris le véhicule, là, ce morceau-là était complètement déclippé de l'habitacle. Puis ça faisait énormément de bruit. Là. Je l'ai poussé, il s'est clippé. Pourquoi que ça a déclippé, ça? Puis aussi, là, sous là, la partie en plastique lignée que vous voyez là, lorsqu'on lâche l'accélérateur, cette partie-là entre en résonance et on entend le va. Donc, assemblage, perfectible. Hein? C'est vraiment pas parfait. Puis ici aussi, on a un panneau de boutons, frein à main, rhéostat pour l'éclairage de l'habitacle. Et aussi, c'est là qu'on peut, en appuyant dessus, monter la suspension et la descendre là, à la position entrée-sortie.
ça fonctionne très bien. Il y a un élément controversé aussi dans le design du Silverado EV, c'est cette partie-là ici qui ressemble au Chevrolet Avalanche. En réalité, là, on le voit, là où la lunette arrière, écoutez, ça, c'est là pour l'aérodynamique. Il y a la seule raison pourquoi que nous avons ce composant-là, c'est pour améliorer le coefficient aérodynamique du véhicule. Regardez aussi, là, si j'ouvre la porte, parce que c'est un véhicule très, très gros. Vous voyez là qu'on a quand même, là, on veut là, amener l'air là, au-dessus de la boîte et évidemment améliorer le coefficient aérodynamique de ce véhicule-là. Fait que ça, c'est un composant super important parce qu'il va y avoir énormément de turbulences ici. Puis ça va créer, dans le fond, un effort supplémentaire sur le véhicule lorsqu'il le déplace sur la route et augmenter la consommation d'électricité. Donc ça, c'est primordial d'avoir ça. Puis là, si vous regardez aussi le nez du véhicule, on s'entend que le diamètre de la roue, c'est littéralement la longueur du capot presque. Donc le capot de ce véhicule-là est beaucoup plus court qu'une camionnette pleine grandeur traditionnelle. Donc la longueur hors tout ressemble beaucoup à un F-150. Je vais vous mettre une photo juste là. Vous voyez, ça se ressemble quand même, c'est pas exactement pareil, largeur-hauteur, mais c'est dans le même gabarit. Ça reste un véhicule très gros, mais avec la direction aux 4 roues qui est livrée avec la version ARST, bien, la maniabilité dans les stationnements souterrains, dans les villes et les routes plus étroites, c'est un charme, mais ça ne veut pas dire que ce véhicule-là devrait être utilisé en ville. Loin de là. J'ai tourné le volant complètement à gauche, vous voyez la roue avant. Puis là, vous voyez que la roue arrière s'est donné un angle ici là, pour justement aider là, au véhicule là, à faire un virage. Là, vous voyez, l'angle est quand même relativement prononcé ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, sinon la roue serait complètement parallèle là, avec l'arche. Puis pour ceux qui cherchaient la batterie, bien, elle est ici, là, dans le fond. La batterie commence là et se termine ici. Là, fait qu'on parle d'un bon là, 20 cm là, de batterie pack. Et si on regarde sous le véhicule, qu'est-ce qu'on a? Bien là, vous voyez, là, la protection de la batterie, ça croule sur tout le véhicule. Puis là, des gens diront, Alexandre, est-ce que c'est une camionnette qui est châssis en échelle ou c'est monocoque? C'est compliqué, c'est comme un peu des deux. La structure avec la batterie et la suspension, les moteurs agit comme structure, là, un châssis, mais la carrosserie est monocoque et est mise sur le véhicule. Donc, c'est une sorte d'hybride. C'est assez intéressant. Est-ce que ça a une incidence sur la massinette du véhicule? Peut-être, je ne pourrais pas vous dire. Mais ce que je suis heureux de vous dire, c'est que c'est un véhicule avec une suspension indépendante à l'arrière, que vous soyez sur un WT ou sur un RST. Donc, le confort sur l'autoroute et dans les courbes lorsque c'est chaotique, bien ça l'aide quand même. Donc là, on retrouve là, les éléments là, du F-150 Lightning, Cybertruck, Rivian, R1T. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir le midgate. La première chose qu'il faut faire, rabattre les 3 appuis-têtes. Donc, simple bouton, c'est super simple. Ensuite, relever le bas du siège, comme suit. Ensuite, on va rabattre ici. On rabat la partie 60, on rabat la partie 40. Prochaine étape, c'est aller attaquer la lunette arrière. Donc, j'entre. C'est un peu comme un Jeep Wrangler. Je vous attache comme ça. Voyez-vous, il y a un loquet ici qui le retient pour pas qu'il vous tombe dessus. Bien important. On appuie comme ça et on le retire. Fait intéressant à noter, c'est une lunette arrière avec un dégivreur. Contacts électriques se font à l'intérieur des loquets. Très ingénieux. J'aurais cru, moi, qu'il y aurait un fil. Donc, c'est bien fait ici. Puis là, vous voyez, dans le panneau du midgate, on a une partie où on peut recevoir la lunette arrière. Donc, il faut juste la placer correctement, la centrer. Ce loquet-là s'enclenche. 2 loquets supplémentaires, gauche-droite. La prochaine étape, ça va être de baisser le panneau. Donc, il y a 2 boutons ici. Là, il est comme joint. Et le panneau vient par lui-même, passe les ceintures. Et voilà. Et là, le midgate est ouvert. Puis là, c'est immense. Puis ça a 10 pieds de long. On a fait le tour des fonctions du véhicule, l'extérieur, l'intérieur. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est remonter le temps. À 5 heures ce matin, au départ de mon petit test là, improvisé d'efficacité énergétique pour déterminer si l'autonomie c'est réel ou non. Aussi, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va recharger sur un superchargeur Tesla parce que maintenant, les véhicules GM peuvent recharger sur les superchargeurs Tesla avec un adaptateur NACS-SCS qui est soit fourni par GM ou vous pouvez vous en procurer un
Et aussi, on va aller tester aussi la recharge à 800 volts sur 2 autres équipements de recharge là, au travers de notre petit trajet de 300 km. Puis qu'est-ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va je vais pouvoir aussi vous montrer lorsque le véhicule recharge en mode 400 volts ou lorsque le véhicule recharge en mode 800 volts. Ça va être super intéressant. Puis ça va se faire dans le même esprit que le défi 500 km, le même genre de prise de vue, tout ça. Donc là, on remonte le temps. Là. Bon, on va aller faire une petite balade là, dans le Silverado EV RST. Si on regarde nos métriques là, de trajet, là, on a 100 km de parcouru depuis la recharge. Là. On est à 87 %. Je vais remettre le trajet 1 à 0 lorsqu'on va quitter. Le statut de charge n'est pas nécessairement important. Là. On s'en va voir là, la consommation sur l'autoroute avec ce véhicule-là. C'est la première fois qu'on va vraiment l'évaluer dans des conditions là, plus normales. Mais quand même, à 87 %, il nous reste 624 km d'autonomie. Donc, c'est du stock. J'ai Car Scanner ici, il n'y a pas grande information. La batterie est à 391 volts. Car Scanner nous dit que la batterie a une capacité de 212 kWh, donc hein, c'est la grosse batterie. Et il nous reste 185 kWh à l'intérieur. Puis là, je regarde ça, ça veut dire que notre consommation est d'à peu près 35 kWh par 100 km. J'ai 100 km de parcouru. À date, là, ce chiffre-là, mon Car Scanner, ça balance. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Ça veut dire que ça va être relativement précis pour évaluer l'autonomie totale du véhicule avec Car Scanner sans avoir à parcourir, là, mettons, le 700 km sur l'autoroute. Je suis quand même content, puis c'est ça qu'on va essayer d'évaluer. Là, je voulais vous montrer quelque chose de super bien dans le système de navigation Ultium ici, qui est Google en fait, mais vous comprenez, c'est ce que GM a fait. La destination ici, c'est le superchargeur à Morrisburg, en Ontario. Là, c'est sur notre trajet de défi 500 km. On peut cocher que l'on possède un adaptateur de recharge pour NECS sur un véhicule CCS. Et lorsqu'on le coche et on revient, puis ici, je cherche une station de recharge, bang, Tesla superchargeur, NECS, clock. Et là, on peut naviguer vers des superchargeurs, faire des longs trajets si vous avez l'adaptateur. Ce n'est pas les bornes les plus vite, mais à la fin, c'est un réseau qui a beaucoup de connecteurs et qui est bien déployé, donc c'est une bonne option. Bien, on va aller l'essayer ensemble avec notre adaptateur CCS. Donc, on va se mettre en route là, maintenant. 21 degrés la climatisation. Dehors, là, il fait à peu près 18 degrés Celsius. Ça va être une journée ensoleillée. Conditions assez idéales. Parlons de la cote d'autonomie du Silverado EV RST. À cause que sa massinette dépasse un certain seuil, c'est la même chose qu'une camionnette pleine grandeur 2500, 3500. Ils ne sont jamais cotés dans NRCan ou le PA. C'est exactement la même chose. Ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas assujettis à la taxe de luxe au Québec, ce que je trouve complètement stupide parce que c'est un véhicule clairement de luxe de 130 000 $. Mais un Ford Maverick Lariat serait assujetti à la taxe. C'est un véhicule qui pèse 1650 kg. Tandis que lui, c'est un véhicule qui pèse au-delà de 4000 kg. 4 tonnes. Cherchez l'erreur, peu importe. Dans le fond, il y a deux Silverado EV qui sont cotés NRCan. Le 3WT à 632 km et le 4WT avec la batterie de 212 kWh comme celui-ci à 724 km. Pour ce qui est du RST, GM nous fournit une cote estimée. Donc, je suppose que GM a roulé le test de l'EPA, mais l'EPA ne le prend pas. C'est 708 km la cote. Donc, c'est un impact probablement. Le véhicule est un peu plus lourd, peut-être un petit peu moins aérodynamique. Non, peut-être pas. Puis les roues sont plus grosses. On a les roues de 24 pouces, ce modèle-là. Donc, 708 km d'autonomie. Lorsqu'il est branché à 100 %, il affiche 708 km d'autonomie. Mais ça, c'est juste une représentation de l'autonomie. Peu importe. On va arriver au superchargeur là, dans 53 km en 30 minutes. Puis là, on va faire la recharge sur le superchargeur. On va tester l'interfaçage ensemble. Pour ce qui est des consommations, évidemment, on n'a pas cette information-là de la part de GM. On a seulement la cote d'autonomie estimée. Mais on pourrait se baser un peu sur le Silverado EV 4WT. Sur l'autoroute, on parle d'à peu près 35 kWh par 100 km. En ville, 31 puis 33 combinés. En ce moment, je fais 3 km par kWh. Si on fait 1 sur 3, si on fait
1 sur 3 là, pour ramener ça en kWh par kilomètre. Puis après ça, on fait fois... après ça, on multiplie ce qu'il faut. Là, ça donne à peu près 33,33 kWh par 100 km, la consommation qu'on fait actuellement. Donc, on fait la consommation combinée à 110 sur l'autoroute. Quand même, hein, c'est bien, mais ça, c'est ce que le véhicule affiche. Évidemment, est-ce que ça prend en compte toutes les dépenses de thermorégulation de la batterie qui est probablement activée en ce moment parce que lorsque tu navigues vers une borne répertoriée dans le système de navigation, la batterie se thermorégule. Mais là, elle n'a probablement pas besoin. Elle a passé la nuit à 24 degrés dans un stationnement souterrain. Elle devrait quand même être à une bonne température, mais quand même, je vous explique le fonctionnement. OK, donc on est au superchargeur à Morrisburg. Donc, la procédure est super simple. Il y a deux façons de voir ça là, lorsque vous avez un véhicule qui est compatible avec le réseau superchargeur. Vous pouvez soit brancher et recharger automatiquement. Ça, c'est avec l'adaptateur qui est fourni par le fabricant. Rivian, GM et Ford. Il y a une petite configuration à faire avec le véhicule, avec l'application de votre véhicule, mais l'adaptateur Tesla fourni, vous n'avez qu'à brancher, puis la recharge va s'effectuer avec votre compte, votre carte de crédit, tout ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez un adaptateur qui n'est pas fourni par Tesla, qui est d'une autre marque, mais qui est certifié, là, UL, là, qui est sécuritaire, tout ça, comme celui-ci, celui qui vient de A2Z EV, là, une compagnie de Laval. C'est pas commodité, c'est juste le modèle que j'ai avec moi. Comment ça fonctionne, ça? Bien, il faut passer par l'application Tesla directement dans notre téléphone. Donc, ça va prendre un compte Tesla, ça va prendre une carte de crédit à l'intérieur de votre compte Tesla. C'est une manipulation supplémentaire, mais quand même, vous pouvez le faire à votre guise. Donc, comment on fait ça? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va connecter l'adaptateur au connecteur NECS. Donc, j'insère, j'ai une barrure, on est maintenant verrouillé. Là, ce qu'il reste à faire, c'est d'insérer dans le port CCS du véhicule, ce que je vais faire à l'instant. Là, vous voyez, nous sommes connectés, le véhicule est en attente, c'est bleu. Donc là, maintenant, il faut initialiser la recharge avec l'application Tesla, ce que je vais faire à l'instant. Morrisburg, en Ontario, regardez le prix, là, on n'est pas 73 sous 10 kWh, hein? Pour les gens qui n'ont pas de Tesla, là, je pense qu'ici, pour les gens qui ont une Tesla, c'est à peu près 55 sous. Recharger ici, on va nous demander quelle borne. On est sur la 2D. 2D, carte de crédit, tout ça, démarrer la recharge. J'ai entendu le port se verrouiller. Initialisation de la recharge, pip! Voyez-vous, ça a été super simple et super rapide. Puis là, on commence à recharger. On est en haut de sa toute charge, on est à 64 %, mais c'est une grosse batterie. On devrait aller chercher une puissance de recharge là, relativement intéressante. Il faut juste attendre un peu, 88 kW. On devrait pogner 100 quelque chose. Parce qu'on peut pousser 500 ampères. On peut pousser 500 ampères avec cet adapteur-là. Regardez, on est à 134. Je pense même qu'on est au maximum. Allons voir Car Scanner. 123 kW qui rentrent dans la batterie. 381. Faisons la multiplication. 190 kW. OK, on aurait un potentiel de 190 kW si on serait au maximum. Donc, on est limité en ampérage. Mais tout de même, voyez-vous, ça a été super simple de se connecter sur un superchargeur avec un véhicule CCS. Bon, sur Car Scanner, là, je l'ai ajouté, là, j'ai l'ampérage. On est à 300 ampères là, constant, mais on charge seulement à 115 kW. Pourquoi, Alexandre? Silverado, EV, la plateforme Ultium, c'est supposé charger sur des bornes 350 kW, full pin. Oui, le Silverado EV, effectivement, vous avez raison, a 2 packs batterie là, en sandwich qui peuvent être branchés en série pour que leur voltage total soit au-delà de 500 volts. On passe du régime des autos 400 volts au régime des autos 800 volts. Mais le Silverado EV, ça reste une auto nativement 400 volts. En ce moment, sur le superchargeur, on recharge dans le monde 0-500 volts. Donc,
comme la plupart des véhicules électriques. Puis dans le fond, c'est pour ça qu'on a une vitesse de recharge qui est faite. Parce que il faudrait être sur un équipement 800 volts ou 0 volts pour que les deux batteries packs se connectent différemment. Et on est, vous savez, comme le double de la puissance là, rechargée. On va aller à la borne 180 kW Circle K à Lancaster, qui est à peut-être 50 km d'ici, même pas. Puis ça, c'est une borne 800 volts. Puis je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on embarque sur une borne 800 volts avec ces véhicules-là. Ça va être super intéressant, on va le faire. C'était plus ça le but de l'exercice. Puis c'était aussi pour vous montrer qu'on pouvait même naviguer avec le système de navigation vers le superchargeur. Mais ce n'est pas vrai que vous allez avoir la vitesse de recharge maximale de votre véhicule sur les superchargeurs. Bien sûr que non. Ça, là, c'est rendu une borne comme les autres. Puis il faut faire attention. Les superchargeurs, là, version 3, qui ont 250 kW de puissance, ils font une petite passe-passe pour faire penser que c'est des bornes 250 kW, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Comment que Tesla fait? C'est que lorsque vous branchez une Tesla dans ces bornes-là, momentanément, l'ampérage dans le câble va aller au-delà là, de 600-700 ampères. Donc là, sur une Tesla appropriée, vous allez avoir une puissance de recharge qui va aller se mettre à 250 kW. Vous allez faire « Wow! Malade! » pendant peut-être 5-6 minutes. Puis après ça, ça va descendre. La borne va diminuer le courant. Là, puis vous allez tendre là, vers zéro là, lorsque la charge va être complétée. Sur les véhicules qui ne sont pas Tesla, bien, Tesla met une limite à 500 ampères. Puis là, c'est un peu flou. C'est juste avec l'adaptateur officiel? C'est avec les autres adaptateurs? OK, mais on va dire que c'est 500 ampères la limite. Après ça, on fait 500 fois le voltage du battery pack, mais on a une puissance qui est en deçà de 250 kW. On s'entend? Et aussi, ces bornes-là, lorsqu'on regarde leur fiche signalétique, elles sont certifiées à 350 ampères en continu. Donc, après le peut-être 5-6 minutes de boost de courant, la borne elle va aller max à 350 ampères, donc vous n'aurez jamais la vitesse maximale. Fait que ça, c'est juste la petite chose super importante qu'il fallait que je mentionne, là. Mais des véhicules comme ça, Ultium, ça prend énormément d'ampères, c'est peut-être pas le meilleur équipement. Surtout que le Silverado EV peut charger sur des bornes 800 volts. Là, on a rechargé là, quelques minutes. Là. Je vais regarder dans mon application Tesla. Bon, on a déjà 15 $, on a déjà 20 kWh. Ça fait 10 minutes qu'on est là. Puis là, on charge là, à 130 kW. Mais là, le véhicule nous affiche 119. Fait qu'il y a probablement 10 kW de puissance qui est système de chauffage, système de thermorégulation. Là. Fait que la vraie puissance qui rentre dans la batterie, c'est 119, mais on paye quand même pour 129 kW qui passent. Donc, je vais arrêter la recharge, puis on va se diriger vers Circle K pour vous montrer la dynamique lorsqu'on est sur une borne 800 volts. L'adaptateur est maintenant enlevé. J'ai remis le port NOCS à sa place. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de se ramasser ici comme ça. On referme. Et voilà, nous avons rechargé sur un superchargeur avec un véhicule GM. OK, on va se remettre en route là, vers Montréal, mais on va quand même arrêter à une borne 800 volts. Regardez, là, depuis le départ, 150,7 km, 2,9 km par kWh. Donc là, ça, c'est à peu près, là, comme je vous disais, 35-34 kWh par 100 km. On est vraiment là, dans les chiffres que GM donne. Donc encore une fois, là-dessus, on peut se fier aux chiffres de GM. Ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Donc, on va se rendre à notre autre borne là, qui est 800 volts. On le voit ici. SO, clic, couche-tard, station de recharge, rang, 38 61 à l'arrivée. Même pourcentage que lorsqu'on est arrivé. Là, on va parler plus là, de l'aspect conduite du Silverado EV RST. Si on compare au Silverado EV, le 3WT, celui-là, je trouve qu'il est beaucoup moins confortable. Je m'explique. Malgré qu'on a une suspension à l'air ajustable sur ce modèle-là, malgré qu'on a des sièges qu'on peut ajuster en plusieurs positions, malgré que l'intérieur est beaucoup plus luxueux, personnellement, les pneus avec énormément de flancs sur le Silverado EV Work Truck, on était au Colorado, je trouvais que c'était une conduite beaucoup plus souple, beaucoup plus camion, beaucoup plus agréable comparé à celui-ci où, dans les routes très chaotiques du Québec, ça échappe tout le temps, c'est difficile, l'intérieur, il y a beaucoup de sonnettes, c'est pas agréable.
Malheureusement, là, on est sur la 401 en Ontario, l'asphalte est parfaite, c'est le fun, c'est silencieux, mais aussitôt que tu arrives au Québec, la route est un peu chaoteuse, il y a des sonnettes partout, la caisse, ça bouge, ça gigote. C'est beaucoup moins intéressant que le Work Truck qui est sur une suspension traditionnelle. Je vous le dis, personnellement, les seules versions du Silverado EV qui font du sens, c'est les versions de base, qui sont des véhicules de travail. Là, vous allez me dire, Alexandre, ça commence à 74 000 la version 3WT et 83 000 la version 4WT. C'est pas donné. Absolument. Je suis d'accord avec vous, c'est des véhicules extrêmement chers. Mais ça, c'est 130 000, 120 000. Ça vaut pas 120 000 selon moi. Parce qu'en réalité, on fait juste payer pour une batterie ici. La batterie, là, si on calcule 100 $ américains par kilowattheure, 20 000 $. Il y a 20 000 $ américains de batterie ici, donc à peu près 27 000 $ canadiens avec l'auto de change. C'est un gros pourcentage du prix du véhicule. Mais l'aspect conduite, confort, c'est moyen, c'est moins ensonorisé que je pensais. Peut-être les pneus aussi, mais comme je vous dis, si on me dit, Alexandre, tu devais choisir un Silverado EV, je prendrais un 3WT, le moins cher possible de base, puis ça serait la belle vie. Mais c'est pas le cas. Fait que si vous êtes dans le marché pour un Silverado EV, allez les essayer. Là. Moi, je trouve que le RST, surtout en plus que le pneu sur la roue de 24 pouces, il est unique. Là, après ça, cherchez les pneus d'hiver. Bonne chance. Il y a un aspect qui est intéressant, par contre, du Silverado EV RST, c'est que, comme le Hummer EV, comme le Cybertruck ou comme les véhicules, les VUS électriques Mercedes, nous avons la direction arrière. Écoutez, le véhicule était stationné dans un stationnement souterrain là, de condominium à Montréal cette nuit. Sortir de ce stationnement-là, c'était un charme. Naviguer les petites rues de la salle, c'est un charme. Faire des virages en U sur les boulevards au Québec, un charme. Donc, il y a un attrait pour ces gros véhicules-là à avoir une direction arrière. C'est très bien calibré. Le volant a énormément là, de tours là, de gauche à droite, là, du lock qu'on dirait en anglais. La maniabilité, la prise en main est excellente. C'est vraiment la calibration de tout ça. La suspension à l'air, je la trouve trop molle, mais en même temps, elle est trop dure. Puis le véhicule a des petites ratées d'assemblage, contrairement au Work Truck que j'ai essayé aux États-Unis. Le véhicule a énormément de sonnettes pour un véhicule de 130 000 $. Voyez-vous, c'est ça qui met un peu d'ombre sur l'expérience du Silverado EV ici, malheureusement. Lui a été produit en mars 2024. Et lui que j'ai essayé au Colorado a été produit en juin 2024. Est-ce que c'est une question, parce que lui c'est un First Edition, est-ce que c'est une question que GM était en train de démarrer sa production, puis là l'assemblage était un peu inégal, puis les versions plus tard sont plus lichées? Ça serait pas la première fois que ça arrive chez GM, puis ça serait pas la première fois que ça arriverait pour un constructeur automobile. Là, je viens de me brancher à la borne là, Circle K 180 kW, puis là, qu'est-ce qui rentre? 180 kW. Puis là, je vais aller vous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans Car Scanner. Parce que cette borne-là, le câble, son maximum, c'est 400 ampères. Donc, lorsque la batterie du véhicule est en mode 400 volts, c'est impossible d'aller chercher 180 kW. Là, on est en mode 800 volts. Mais là, on est à 160 kW. Puis là, ce qu'on regarde sur Car Scanner, voyez-vous, là, il y a comme 2 batteries packs. Puis là, il y a au total 400 ampères qui rentrent. Mais regardez ici, la donnée est fausse, là, dans le fond. C'est qu'en réalité, on est en train de charger deux packs batteries en même temps à 387 volts. Mais au total, on a 157 kW. Fait que là, vous comprenez la stratégie de GM ici, c'est de... Ils font l'inverse du Cybertruck. Le Cybertruck, c'est natif 800 volts. Lorsqu'on recharge sur un superchargeur, on tombe à 400 ou sur une borne CCS 400 volts. Et là, ici, on fait l'inverse. On réarrange le pack batterie pour qu'on puisse recharger au maximum. Puis ce qui est bien du Silverado EV, c'est que la batterie est tellement grande que même si on est à 63 % de statut de charge, on va aller chercher l'ampérage max du pack qui est autour de 500 ampères. Mais de toute façon, je n'avais pas besoin de l'énergie ici, c'était pour vous montrer le fonctionnement. Malheureusement, là, dans Car Scanner, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais quand même, vous voyez là, ici, Battery Pack Current, les deux là, au total, un peu plus qu'à 400 ampères. Là. Mais c'est comme ça qu'on est capable d'aller charger presque le maximum de cette borne-là en haut statut de charge. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que, mettons qu'on serait sur cet équipement-là, qui n'est pas un équipement qui donne la puissance maximale de recharge de 350 kW.
Puis maintenant, au Québec, il y en a des équipements comme ça, mais ils sont un peu loin de Montréal, là. C'est genre un peu passé de Drummondville à Saint-Louis-de-Blanford. Comment ça prendrait de temps faire un 10-80% avec cette borne-là? Ça prendrait plus qu'une heure. Puis ça coûterait au moins là, plus de 100 $. Donc, il faut faire attention. La recharge rapide avec un Silverado EV, c'est onéreux. Bon, fait que là, on a rechargé chez Couche-Tard. On a rechargé encore une fois 10 minutes. 180 kW, ça s'est stabilisé à 150. La batterie est tellement grosse qu'il n'y a pas vraiment de limite, là. Si on regarde les vidéos de Out of Spec, là, ça peut charger à 350, là, quasiment jusqu'à 60-70 %. Donc, la limite là, est très, très haute, ce véhicule-là. Donc, c'est pour ça que les gens qui disent « Alexandre, ton statut de charge est élevé, c'est sûr que ça ne marchera pas. » Inquiétez-vous pas, là. La batterie a une capacité brute de 244 kW, mais en réalité, il y a seulement 212 de disponible, là. Il y a de l'espace en masse pour recharger avec beaucoup de puissance cette batterie-là. Là. Ça a été dimensionné en conséquence. Donc, c'est pour ça que c'est pas stressant ici, le statut de charge. Par contre, là, on va aller faire une troisième recharge, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise le Silverado EV pour aller visiter différents équipements puis contextualiser tout ça. On va aller à Châteauguay. Il y a 6 bornes 240 kW en partage de puissance. Ils sont toutes pas utilisées. Espérons que lorsque je vais arriver, elles ne seront pas utilisées. Et on va peut-être pouvoir aller chercher 240 kW. Puis ces bornes-là, c'est une marque européenne, Kempower. Je les ai jamais utilisées, j'ai envie de les utiliser. Ils ont un design un peu différent, puis il semblerait que leur interface, là, tu peux même avoir un graphique là, de la puissance, tout ça à l'intérieur. Donc, c'est ça que je vais aller essayer avec vous. Ça, c'est circuit électrique. Bon, on est branché sur la fameuse borne à Châteauguay. Puis là, ce que je voulais vous expliquer, c'est que ces bornes-là, Kempower, qui ont un design assez intéressant, voyez-vous, là, 2 connecteurs, on a de la place pour se brancher, c'est vraiment agréable. Ces bornes-là ont un petit secret intéressant. Voyez-vous, on est en partage de connexion, là, parce que dans le fond, il y a une autre voiture de brancher. Tous les 6 connecteurs ici sont sur la même puissance. Fait qu'on avait juste 160 kW sur 240 de disponible. Si j'appuie ici, puis j'appuie sur la petite batterie, regardez. Je pense que ça, là, toutes les bornes devraient avoir ça. Et regardez, là, on le voit vraiment, là, les 2 batteries sont branchées ensemble et maintenant, on a 762 volts et il rentre 200 ampères. Ce que ça dit, c'est qu'on charge à 152 kW. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Je le sais qu'il y a une couple de sites là, au Québec avec ces bornes-là. C'est vraiment bien. Bon, le Chevrolet Bolt est parti, puis je pensais que la limite de puissance allait monter, mais c'est faux. Donc, je pense que ces bornes-là sont mal identifiées dans l'application de circuit électrique. On nous parle de 300 ampères, 800 volts, mais c'est faux. C'est 200 ampères, 800 volts. Ça veut dire que lorsqu'on opère probablement à 400 volts, il passe à 300 ampères peut-être. Écoutez, c'est pas clair, mais ici, là, c'est ça qui est le fun de l'interface de ces bornes-là. Je pense que ça, c'est essentiel pour éduquer les gens puis les aider à figurer le problème. Regardez, là, depuis que la Bolt est partie, on est dans la section 2, on est au maximum que le chargeur peut donner pour le véhicule. Donc, on est à 772 volts, 199 ampères et on peut seulement faire 154 kW. Mais regardez, c'est peut-être pas très vite pour un Silverado EV, puisque ça a une batterie de 200 kWh. Pour faire un 10-80% en 30-35 minutes, ça nous prendrait 300-350 kW, ce qui est possible à faire sur des équipements appropriés. Mais quand même, ici, un haut statut de charge, on va chercher quand même 150 kW avec un équipement qui est extrêmement polyvalent. Je dois dire qu'elles ne sont peut-être pas super puissantes, ces bornes-là, mais wow! Je pense que c'est le design, facilité d'utilisation, c'est la borne du circuit électrique la plus intéressante que j'ai pu voir depuis le début. J'avais vraiment hâte de voir ces équipements-là, le Kempower. Juste avec ça, là, imaginez dans un défi 500 km comment maintenant c'est clair, savoir qu'est-ce qui se passe. On est au max. La borne ne peut pas donner plus au véhicule. Et regardez, là, ça fait quoi? 4-5 minutes qu'on est là, on doit avoir mis quoi? Combien de kilowattheures là-dedans? Déjà 12 kWh d'ajouter sur cette borne-là. La question que vous voulez élucider au début du vidéo, est-ce que l'autonomie est réelle? Oui. Ce que le Combine Instrument dit, c'est vrai. La consommation est réelle lorsqu'on fait les petites mathématiques pour voir est-ce qu'on va avoir cette autonomie-là? Absolument. Donc, j'y crois là,
J'y crois aux 700 km d'autonomie, mais attention, ce n'est pas 700 km d'autonomie en remorquant, ce n'est pas 700 km d'autonomie en roulant 120 km/h sur l'autoroute. C'est comme n'importe quel véhicule électrique, c'est 700 km d'autonomie en utilisation combinée. Et là, on a parcouru à peu près 301 km et la consommation, c'était 2,9. Évidemment, il faut convertir ça dans nos unités habituelles, donc 1 sur 2,9, ça nous donne 34,5 kWh par 100 km. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Combien d'énergie avons-nous dépensé si on oublie les recharges qu'on a faites? On a utilisé 103 kWh de batterie. Car Scanner, vous l'avez vu, il y a 212 kWh dans la batterie. Donc, 212 kWh, dans le fond, 103 divisé par 212, on a utilisé 48 de la batterie, puis on a fait 303 km. Supposons qu'on commence à 100 puis on se laisse 10 de tampon. Donc, ça veut dire qu'on aurait 21 kWh restants dans la batterie. Donc, ça donne 191 kWh pour rouler, qu'on divise par 34,5. Bien, on ferait 553 km avec la recharge, là, si on fait 100 90. Ça, c'est l'évaluation approximative que je vous donne. GM dit que c'est 708 km l'autonomie du véhicule. Évidemment, ça, c'est combiné. Pour faire 708 km, qu'est-ce que ça prendrait comme consommation? Il faudrait faire 29,9 kWh par 100 km. Est-ce que ça se fait, ça? Au Colorado, j'ai fait des consommations similaires avec le Work Truck, mais attention, au Colorado, nous sommes à une élévation de plus de 1600 mètres. Les véhicules électriques vont être avantagés à haute altitude parce que l'air est moins dense, donc la force aérodynamique est moindre, puis c'est le plus gros composant de la consommation d'un véhicule électrique. Souvent, en out of spec, sont au Colorado, TFL, au Colorado, ils font des affaires capotées, des chiffres, oubliez jamais. L'air est 20 moins dense. Donc, au Québec, on est quasiment au niveau de la mer. Là. Sur la route, on est à peu près à 30-40 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc la densité de l'air est pas mal normale. Là. La consommation électrique est plus élevée mais c'est comme ça que les tests ont été faits. Je vous dirais qu'en ville, avec ce véhicule-là, je vois des consommations autour de 3,2 km par kWh. Ça veut dire là, que ça ressemble à 31,25. On se rapproche vraiment du 29,9 qui est 30 pour faire 708. Ça doit se faire, mais ça va se faire dans un contexte là, autoroute, ville, combiné, là où la consommation là, va aller osciller là, autour là, de 3,2, 3,3, 3,4 km par 100 kWh. Voyez-vous, ça devient mêlant, mais est-ce que ce que GM dit est réel? Oui. Ensuite, le côté économique de ça. Est-ce que c'est économique? Je pense qu'un work truck, dans un contexte institutionnel, commercial, industriel, un véhicule de flotte utilisé toute la journée, qui revient à son port d'attache et est rechargé toute la nuit, moi, je pense que rapidement, l'entrepreneur, la compagnie peut amortir le coût du véhicule parce que le coût d'énergie est faible. Puis, c'est des véhicules qui nécessitent peu d'entretien, à part que probablement, il va falloir remplacer les pneus souvent. C'est des véhicules qui sont lourds. Donc, espérons que vous avez aimé cette vidéo du Silverado EV RST. C'est un véhicule qui peut faire des prouesses assez exceptionnelles. La prochaine étape là, avec ce Silverado EV-là, peu importe la version, ça va réellement de faire un test d'autonomie complet. Ça va nous prendre une autre version parce que je ne veux pas l'essayer avec la roue de 24 pouces au détriment de l'autonomie. Ça va nous prendre un work truck au Québec pour l'essayer. On va travailler là-dessus, puis on vous revient lorsqu'on met la main là-dessus, mais espérons que vous avez aimé. On se laisse là-dessus.